Bienvenue à Parle Jase en ce mercredi 5 novembre. Et j'ai en studio avec moi aujourd'hui Luc Doucette, comme à tous les mercredis. Bonjour Luc. Bonjour Seb, ça va bien? Super bien. Quelle belle journée qui s'annonce, contrairement à ce qu'on a eu en fin de semaine dernière. Ah oui. Vendredi matin, je me lève, il y avait une branche qui était tombée près d'une des voitures dans la cour, à peu près à 60 cm de la voiture. Je ne comprends pas encore comment elle n'est pas tombée sur la voiture. Ah, c'est le vent qui avait Ah oui, j'ai provoqué ça. couru tout de suite acheter un billet de loterie. Ah, bon. Ben, je te souhaite bonne chance avec ça. Et aujourd'hui, Luc, on reçoit un invité, Michel Cyr, qui est gestionnaire des enquêtes chez Travail Sécuritaire NB. Bonjour, Michel. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça Michel. va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Hey, merci d'être à l'émission. Juste, oui, tournez ça un petit peu pour qu'il soit droit. OK. Ouais, mais merci beaucoup. Et puis, aujourd'hui, donc, on va parler de différentes choses concernant Travail Sécuritaire NB. Il y a certainement des gens qui ont eu affaire à Travail Sécuritaire, des gens qui ont été invalides. J'ai même reçu un téléphone un petit peu avant l'émission. On y reviendra, puis répondre aux questions. Mais pour les plans financiers, là, ce ne sera pas aujourd'hui ici qu'on va traiter ça, parce que M. Cyr est plutôt gestionnaire des enquêtes et s'occupe de prévention de toutes sortes de choses. Mais pour le plan financier, on vous donnera un numéro de téléphone ou appeler. Mais pour nous rejoindre ici, à l'émission, ben c'est comme toujours, le 506-532-0133 pour participer aux discussions, poser vos questions à M. Cyr qui va gentiment vous répondre au meilleur de ses connaissances. Ce sera très enrichissant et restez bien branchés. Pour ceux qui veulent nous écrire par courriel, on répondra aussi à vos courriels sur ppjj@cjse.ca. Bienvenue à Parle Jase du mercredi. Avec comme invité aujourd'hui Michel Cyr, qui est là, gestionnaire des enquêtes chez Travail Sécuritaire NB. Michel, on pourrait regarder un petit peu, tu n'as pas toujours été pour Travail Sécuritaire NB, une longue carrière. Tu pourrais nous parler un petit peu de tes accomplissements et de la carrière. Tu as déjà fait partie de la GRC, ancien policier. Oui, j'ai travaillé comme policier avec la ville de Grand-Sault. J'étais aussi allé faire une période avec la GRC. Puis en 2008, je suis parti pour aller travailler à Ottawa avec l'Agence des services frontaliers. À ce moment-là, c'était la nouvelle initiative pour l'armement des agents frontaliers. Okay. Donc, j'ai fait partie de la formation pour les armes à feu, l'autodéfense à Ottawa jusqu'en 2015, où on est revenu chez nous, au Nouveau-Brunswick. Puis à ce moment-là, il y a eu une opportunité d'aller travailler pour Travail Sécuritaire Nouveau-Brunswick. Honnêtement, c'est un organisme que je connaissais pas beaucoup à ce moment-là, qu'on n'avait pas vraiment fait affaire avec en tant que policier. Mais j'étais vraiment curieux de voir l'approche qu'il avait avec les gens, des accidents de travail. Puis quand j'ai rencontré les gens, j'ai vraiment apprécié l'organisation, j'ai vraiment apprécié l'attention qu'ils donnaient à leurs employés, le service qu'ils offraient au public. Puis on a embarqué à deux pieds pour dire on va faire une deuxième carrière avec Travail Sécuritaire Nouveau-Brunswick. Puis il y a déjà 10 ans de passé. Puis à cette heure, c'est ça, au niveau de la section d'enquête. J'ai l'opportunité d'être gestionnaire d'une équipe de 7 personnes qui sont dédiées à leur tâche. Puis Vraiment, Michel a apporté du sang nouveau au sein de Travail Sécuritaire Nouveau-Brunswick. Il a fait en sorte que Travail Sécuritaire est reconnu partout au Canada comme étant une organisation très avant-gardiste. Les autres provinces regardent maintenant ce que l'on fait au Nouveau-Brunswick. Puis il faut pas se leurrer. Pendant longtemps, on était la risée un peu au Canada. Donc, un travail très, très important parce qu'on a des emplois qui sont extrêmement dangereux. C'est vrai. Il ne faut pas seulement réagir après l'accident, il faut prévenir. Et puis, c'est le rôle de Travail Sécuritaire de s'assurer qu'il y a de la formation nécessaire. Puis je vais laisser la parole à Michel là-dessus. Là. Oui, effectivement, au niveau prévention, on nous dit c'est prévention. Donc, l'objectif numéro 1, c'est de prévenir les accidents de travail, de prévenir que les gens soient blessés, soit au point de vue physique ou psychologique. On veut prévenir toutes les blessures. Puis aussi, on a un programme par la suite que lorsque les gens, malheureusement, subissent une blessure au travail, de réadaptation, de bénéfices à ce moment-là, qui est vraiment pas mon expertise, mais nous autres, vraiment, au niveau prévention, on a des équipes extrêmement talentueuses puis dédiées. On a des hygiénistes, des ergonomistes, on a des inspecteurs. Un peu le rôle de tout, c'est au niveau hygiène, par exemple.
tout ce qui est amiante dans les bâtiments. Oh, ça, on en entendait parler. Hein. Quand j'étais jeune, on nous disait qu'il y avait de l'amiante partout dans les murs. Ça a été enlevé à un moment donné. Hein. Il y en avait même dans des écoles. Tout ça, c'était dangereux. Oui, je dirais pas il y avait, je dirais il y a encore. Il y a encore? Beaucoup d'amiante qui est présent. Si elle n'est pas touchée ou est-ce qu'elle n'est pas déplacée, elle n'est pas dangereuse, mais elle est quand même omniprésente dans les vieux bâtiments, des bâtiments qui ont été bâtis avant les années 80. Il y a une forte chance qu'il puisse y avoir d'amiante. On isolait avec ça, c'est ça? Oui, il y a une liste de produits qui était utilisée pour l'amiante. On parle ici des ciments à plâtre, des fours industriels, des systèmes de chauffage, isolation de bâtiments, des dalles de sol, des dalles de plafond, des revêtements de maison, des plaquettes de frein d'auto, des composantes de transmission d'auto, des dalles de sol vinyle, il y avait de l'amiante, des dalles de plafond insonorisées, des bardeaux de toiture, des feux de toiture, du bardage, du plâtre, y compris le plâtre acoustique, la peinture, du mastic, des composés de toiture. Il y a une liste incroyable. Exhaustive. On trouve de l'amiante, mais au niveau bâtiment, c'est là qu'on le retrouve le plus fréquemment au niveau public. Est-ce qu'on a essayé de tout enlever ça maintenant? Tout ce que tu as nommé, les plaques aussi de voitures et tout ça, on a arrêté d'utiliser l'amiante pour ces produits-là? En 2018, où le gouvernement du Canada a dit que l'amiante était utilisée, c'était fini. Mais on le retrouve quand même dans des vieux bâtiments. Puis, il doit y avoir une évaluation qui est faite par le propriétaire du bâtiment pour déterminer s'il y a de l'amiante. On doit identifier où l'amiante est située dans le bâtiment. Puis, on doit en informer les employés ou les contracteurs ou les gens qui puissent avoir à travailler dans le bâtiment. Donc, l'employeur doit avoir un plan où se retrouve l'amiante et lorsqu'il va y avoir des travaux de construction qui vont être faits, il faut prendre des moyens appropriés. Donc, il faut notifier le travail sécuritaire qu'il va y avoir des travaux pour enlever de l'amiante. Puis, ensuite de ça, on doit le disposer de façon appropriée. On ne peut pas juste aller les porter au dépotoir ou creuser un trou et les mettre dans la terre. Il faut vraiment les déposer. Si je comprends bien aussi, il faut absolument isoler, mettons, la section où l'amiante va être retirée pour s'assurer que les employés ne pas... C'est l'air, c'est l'amiante qui se retrouve dans l'air qui est extrêmement dangereuse. C'est les particules, hein? Oui, quand elle est comme l'isolation, quand elle est là, puis elle n'est pas déplacée ou qu'elle est juste là, les risques ne sont pas présents. C'est vraiment lorsque l'amiante va être déplacée qui va causer un gros risque. C'est là que ça s'en va dans l'air, c'est ça? C'est la respiration qui cause pas de problème? Oui, exactement. Mm-hmm. L'autre qui est vraiment présente aussi au niveau hygiène, c'est vraiment la silice que on n'entend pas beaucoup parler d'eux, mais la silice, c'est tout ce qui va être trouvé en poussière, donc dans les pierres, dans le ciment, dans du mortier. La silice est aussi dangereuse, c'est pas plus que l'amiante. Elle est omniprésente, donc si on fait des comptoirs de coriandre ou de granit ou des planchers de céramique ou tout ce qui est béton, il y a la silice qui est présente, qui peut aussi être mortelle à long terme lorsqu'exposée. Heureusement, on a une nouvelle outil qui est disponible à tous les employeurs du Nouveau-Brunswick avec... il n'y a pas de terme en français, mais le New Brunswick Construction Safety Association. Donc, tous les employeurs peuvent aller sur leur site et avoir accès à l'outil pour dire voici les matériaux que je travaille avec, voici la sorte de scie que je vais utiliser. Et l'outil va donner l'équipement de protection requise pour s'assurer la santé et sécurité de nos employés. Donc, c'est disponible, c'est gratuit pour tous les employeurs du Nouveau-Brunswick pour s'assurer que l'équipement de protection soit utilisé. Donc, on fait ça au niveau hygiène. Au niveau ergonomie, on a 3 ergonomistes au Nouveau-Brunswick qui sont certifiés. Et quand on parle d'ergonomie, c'est les blessures numéro 1 qu'on peut voir. Quand on parle d'ergonomie, on parle de la façon qu'on est assis aujourd'hui, dans nos chaises. Lorsqu'on écrit à l'ordinateur. Donc, quelqu'un qui va faire beaucoup de travail à l'ordinateur, qui dit « Ah, j'ai des mal de cou, j'ai des mal d'épaule, mes mains, mon poignet », bien, c'est tout un problème d'ergonomie. Il y a des gens au privé qui font que les employeurs puissent appeler pour faire une évaluation ergonomique pour les employés. Mais aussi, nous autres, on a le service qui est gratuit au niveau ergonomique pour aller voir le milieu de travail. Au niveau ergonomie, c'est pas d'adapter l'employé au milieu de travail, mais le milieu de travail à l'employé. Donc, c'est les entreprises qui font appel à vous et vous allez gratuitement faire une évaluation de l'ergonomie dans leur milieu de travail pour la sécurité des employés. Effectivement.
effectivement, c'est gratuit. C'est un service qu'on offre à tous les employeurs. Est-ce que c'est connu? Est-ce que les employeurs le savent? Est-ce que les entreprises le savent? Parce que je pense qu'on prend peut-être pour acquis que les gens savent là, ce que c'est Travail NB, mais vous disiez même, vous, quand vous êtes arrivé, vous n'aviez pas tant de connaissances sur ce que c'était avant d'y travailler. Non, effectivement, je pense que les gens ne sont pas nécessairement au courant autant qu'on devrait être. C'est pour ça qu'on prend l'opportunité de faire des tribunes comme ici aujourd'hui. Absolument, pour vraiment de parler de travail sécuritaire au Nouveau-Brunswick. Oui, on est disponible, on offre les services, mais on est beaucoup disponible sur l'Internet. Nous avons une application que tous les gens peuvent mettre sur leur téléphone où toute l'information est là, toute la loi est disponible, les exemples sont là. Mais on parle certainement de des gens qui ont le téléphone intelligent, qui ont l'Internet. Il faut trouver une façon de communiquer avec les gens qui n'ont pas accès à ces moyens de communication-là aussi. Donc, le service d'ergonomie pourrait être beaucoup plus utilisé. Les employeurs peuvent certainement... Puis là, j'ai utilisé le travail à une station, à un bureau. Mais ça s'applique aussi dans l'industrie, industriel. Lorsque les gens travaillent, si de façon économique, on doit toujours avoir les bras levés, c'est pas une position ergonomique. Donc, nos ergonomistes vont aller pour dire, peut-être qu'on peut changer de hauteur. Peut-être qu'on peut faire que les gens travaillent un petit peu plus haut. Peut-être que les contrôles qu'on va utiliser peuvent être déplacés plus au centre pour enlever une certaine tension, une certaine pression au niveau... Si je comprends bien, c'est aussi lorsque les gens font un travail où est-ce que c'est répétitif. Ils font toujours les mêmes gestes, heure après heure après heure. C'est bon dans une position. Moi, je me souviens que j'ai déjà vu, un moment donné, quelqu'un que le travail sécuritaire avait recommandé d'avoir un pupitre électrique. La personne a des problèmes de dos, donc elle pouvait monter le pupitre. On poussait sur le bouton, on baissait le pupitre et elle pouvait travailler. Pas souvent qu'on peut penser à des choses comme ça. Non, mais c'est brillant. Hey, mais lorsque vous arrivez avec vos évaluations, par exemple, pour l'ergonomie, il va y avoir souvent des coûts rattachés à ça si l'entreprise veut accepter toutes vos recommandations. Est-ce que souvent vous faites face à des coûts élevés? Est-ce que ça peut arriver que l'entreprise décide de ne pas faire les modifications parce que les coûts sont trop élevés? Oui, à l'occasion. Je pense que c'est vraiment de voir comment on peut commencer de façon raisonnable pour l'entreprise. Donc, on va vraiment attaquer les problématiques qui sont les plus urgentes et qui vont peut-être coûter le moins au niveau financier pour adresser la situation. Puis, on peut avoir un plan à long terme pour travailler avec l'employeur pour ultimement s'assurer que l'environnement de travail ergonomique soit ultime. Mais on parle de quand même quelque chose qui est nouveau. Lorsqu'on parle d'ergonomie, à un moment donné, j'ai eu une blessure moi-même au niveau ergonomique pour travailler à l'ordinateur. Puis, je m'en souviens d'avoir été voir mon médecin. Puis en parlant avec le médecin, elle me dit « Ah, c'est ça que ma secrétaire a là. » Donc, même au niveau-là, c'est pas quelque chose qui est vraiment très connu au niveau des médecins. Donc, au niveau des employeurs, au niveau des employés, on a tendance à dire « OK, ben je suis juste pas confortable », sachant pas que peut-être juste ajuster la hauteur de notre pupitre ou notre bureau serait convenable ou d'avoir une chaise qui est plus appropriée. Donc, c'est pas toujours des investissements énormes qui vont rectifier le problème au niveau ergonomie. Donc, c'est bon de faire confiance à l'expertise des ergonomistes là, chez Travail NB parce que ça peut amener des solutions des fois qu'on n'avait juste pas pensé. Puis là, c'est un petit détail, mais ça peut sauver la santé physique à long terme. Oui, puis on a même des ressources sur notre site web, travailsécuritaire.nb.ca. Si vous faites de la recherche ergonomie, on a un manuel pour comment installer un milieu de travail propice du côté ordinateur, la hauteur de l'ordinateur, la distance pour nos yeux, la distance du clavier, comment ajuster notre chaise. C'est toute l'information qui est disponible en ligne gratuitement pour tout le monde. OK. Et dans le cas d'accident, là, par exemple, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du rôle de l'équipe qui enquête suite à un accident? Oui, donc mon équipe, on couvre la province au complet. Puis nous autres, on fait des enquêtes les affaires plus tragiques, comme les fatalités. On va faire toutes les enquêtes d'accidents lorsque quelqu'un décède dans un milieu de travail. On va faire des événements, des accidents sérieux, donc paralysie, perte de vue, amputation, toutes les fractures qui sont sérieuses, quand quelqu'un va tomber d'une élévation. On va faire des enquêtes et on va faire aussi des événements catastrophiques. Donc, s'il y a un bâtiment qui s'effondre, un pont, une éolienne, c'est tous des exemples qu'on a fait des enquêtes. Donc, nous autres, lorsqu'on arrive, on veut vraiment identifier quelle est la cause. Pourquoi que l'accident est arrivé. Donc, notre
premier objectif, c'est de trouver la cause. Par la suite, on va tout faire pour prévenir que l'accident ou l'incident se reproduise dans ce milieu de travail-là et dans d'autres milieux de travail au niveau de la province. Donc, on va travailler en collaboration avec les inspecteurs qui vont dans le milieu de travail. On va faire des initiatives. Ça peut être de l'hygiène, de l'ergonomie, des consultants. Et ensuite, on va vraiment regarder est-ce qu'il y a des lois qui manquent ou est-ce qu'on peut changer des standards? Est-ce qu'on peut changer la loi? On a eu des recommandations au niveau des standards CSA qu'on a fait... des recommandations après avoir fait l'enquête pour dire voici, il devrait y avoir des changements qui sont lieux pour rendre un milieu de travail sécuritaire. Et en dernier, on va faire des poursuites devant les tribunaux lorsqu'il y a des offenses qui ont été commises, il y a des violations, puis après une révision à l'interne, on va faire des recommandations au bureau du procureur pour des accusations. Je lisais récemment qu'il y avait eu des poursuites contre des ministères de la province du Nouveau-Brunswick, c'est bien le cas. Peu importe s'il y a eu de la négligence ou si les choses n'ont pas été faites, même si c'est un ministère du gouvernement, le travail sécuritaire peut tenter des poursuites? Oui, la loi, au début de la loi, ça dit que la loi s'applique à tous, incluant le gouvernement au niveau de l'application de la loi, au niveau de la santé et sécurité des employés. Bien souvent, nous, quand on arrive, pas bien sûr, presque toujours, il y a quelqu'un qui a été blessé. Puis l'objectif de l'enquête, c'est vraiment de regarder de façon indépendante qu'est-ce qui est arrivé. Peu importe qui est le blessé et peu importe qui est l'employeur, on ne se laisse pas influencer d'un côté ou l'autre. On fait vraiment l'enquête en regardant les faits de façon indépendante, de regardant les standards, regardant les procédures. On va regarder à embaucher des experts techniques pour venir nous aider, qui vont être complètement indépendants aussi, qui sont obligés de nous donner leur expertise de façon indépendante. Donc, si on embauche un ingénieur, ça va être clair que c'est vraiment leur dire, de votre point de vue indépendant, professionnel, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et pour nous rejoindre, c'est le 506-532-0133. Vous avez des questions concernant le travail sécuritaire NB. Vous pouvez poser vos questions à Michel Cyr qui est avec nous aujourd'hui. On va prendre un appel. Parle, jase, on vous écoute. Allô? Allô? Oui, ça va bien? Très bien. Oui. Je suis pas en onde. Oui, vous êtes en onde. Ah, OK. Ah, je suis plus, Est-ce que vous avez une question pour Michel? Non, je peux te tromper, là. OK, bon, ben, bonne journée. OK, merci. C'est ce qui peut arriver avec des tribunes téléphoniques en direct. Au début, Luc, tu parlais qu'avec l'arrivée de Michel chez Travail sécuritaire NB, ça a été aussi un pas vers l'avant-gardisme parce qu'il est arrivé avec des nouvelles choses, comme par exemple, je pense que vous faites des rencontres avec les familles, vous, dans le cas. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait ailleurs? Non, puis qui n'était pas fait avec nous autres. Avec vous autres non plus avant? Avant 10 ans passés. Donc, lorsqu'il y a une tragédie qui arrive, lorsqu'on parle d'une fatalité dans un milieu de travail, on rencontre la famille, on essaie de rencontrer la famille la journée même, ou dans les 48 heures qu'on a eu l'appel. On rencontre la famille parce que je pense sincèrement que c'est super important que la famille puisse avoir toute l'information. Ils viennent juste d'avoir conjoints, parents, frères, sœurs qui viennent de perdre la vie. Donc, notre mandat, c'est vraiment d'être 100% honnête avec 100% des gens, 100% du temps. Donc, on donne toute l'information qu'on a à ce moment-là à la famille pour leur dire qu'est-ce qui est arrivé. C'est certain qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Si un accident arrive, mettons, ce matin, puis je rencontre la famille cet après-midi, donc on va être limité avec l'information que l'on a. Mais on va quand même rencontrer toutes les familles pour leur donner l'information. On va aussi offrir du counseling pour les proches, pour leur aider avec le deuil. Donc, ça va vraiment être spécifique pour la famille. Puis, à la fin de l'enquête, on rencontre toutes les familles, puis on leur emmène une copie de notre rapport pour qu'ils puissent voir le rapport. Notre objectif, c'est vraiment d'être 100% transparent. Donc, tous ceux qui ont été impliqués, on va répondre aux questions. On n'a rien à cacher parce qu'ultimement, la grande majorité de nos enquêtes se trouvent devant une enquête du coroner éventuellement. Donc, je me trouve à ce moment-là à témoigner en public sous serment, à répondre à toutes les questions. Donc, il n'y a vraiment aucune valeur à pas donner toute l'information aux familles immédiatement.
quand ils vont l'avoir éventuellement dans 3 ans. Donc, nous autres, on est supportés par toute organisation supporte l'approche d'être complètement transparent avec les gens, d'offrir l'aspect counseling. Puis on est une des seules juridictions. On va rencontrer des gens. J'étais allé à Terre-Neuve, j'étais allé en Saskatchewan pour rencontrer les familles de personnes qui étaient décédées au Nouveau-Brunswick qui ont un accident de travail. Donc, c'est très, très, très important de pouvoir rencontrer la famille. L'autre chose qui est un petit peu innovateur, c'est que pour avoir accès à nos rapports, donc n'importe quel rapport, peu importe les juridictions au Canada, on doit faire une demande. Donc, il y a un processus, puis c'est limité. Je vais être honnête, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir accès à l'Internet, il faut savoir les questions posées, il faut savoir comment remplir la forme. Des fois, le processus prend pas en compte que pas tout le monde est en mesure de remplir les documents, pas tout le monde a accès à l'information. Donc, nous, on a pris l'approche que lorsqu'on rencontre les familles, on va toujours laisser une copie du rapport sans qu'il aille à passer à travers tout le processus. Parce que je me dis, accès à l'information, accès à savoir qu'est-ce qui est arrivé ne devrait pas dépendre de ta capacité de faire la demande. Ça devrait être quelque chose qui est donné à tout le monde. Lorsque vous donnez le rapport, il y a des sections et des mots qui sont caviardés en noir, qu'on ne peut pas voir des noms, des choses. Est-ce que ça arrive aussi parfois? Tout le temps, oui. Toujours. On va répondre à la famille pour dire, vous voyez dans le contexte ici, il y avait une adresse ou il y avait un numéro de téléphone qui était là. Puis c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner l'information. Mais au moins, on est là pour répondre les questions. Nous autres, on a le rapport qui n'a pas rien qui est enlevé. Donc, au pire, on peut vous dire, regarde, on ne peut pas vous donner le numéro de téléphone, vous êtes capable de voir certainement. C'est une petite ligne noire qui manque, donc c'était 7 chiffres qui ne sont pas là. Et on disait que vous étiez très avant-gardiste. Donc, si je comprends bien, il y a des choses qui se font au Nouveau-Brunswick qui ne se fait pas ailleurs au pays? L'approche de rencontrer les familles, d'être intimement impliqué avec la famille. On a vraiment un groupe de consultation à l'externe que les gens peuvent joindre. Donc, c'est vraiment des citoyens qui ont eu des blessures sérieuses ou qu'un de leurs proches est décédé d'un accident de travail. On a un groupe consultatif pour avoir leur opinion, avoir leur point de vue sur comment est-ce qu'ils ont été servis lorsque le travail sécuritaire les a rencontrés avec eux autres. Au début, je vais vous dire, c'était mauvais. On t'a dit qu'on n'était pas humain, qu'on n'avait pas de cœur. On en regarde peut-être 10 ans passés. Mais au niveau de l'organisation, il y a vraiment eu un changement de philosophie drastique de dire on va mettre les gens en premier. Puis qu'est-ce que ça veut dire mettre les gens en premier? Bien, il faut s'adapter à chaque situation. Pas tous les gens ont les mêmes besoins. Donc, on s'adapte vraiment. Puis ça vient de la haute gestion qui ont dit, regarde, c'est vraiment ça. On veut que les gens aient un service qui est vraiment pour eux autres, qui est spécifique à eux autres. Donc, en faisant le groupe de consultation, on a vraiment été capable de dire, vous n'avez pas fait ça. Exemple, on a une madame qui a dit, regarde, moi, j'ai jamais vu le rapport, j'ai jamais su qu'est-ce qui est arrivé à mon conjoint lorsqu'il est décédé. Bon, on va s'entendre que moi aussi, j'aurais été extrêmement frustré, puis j'aurais dit, c'est un service qui n'est pas acceptable. Mm-hmm. Mais là, on voit des nouveaux gens qui se rajoutent au groupe, qui vont dire, entre autres, une personne qui dit, moi, lorsque c'était très difficile, le travail sécuritaire, c'était comme ma famille, là. Il était là pour m'aider, il était là pour répondre à mes questions, il était complètement transparent avec nous autres. Donc, voilà le changement qu'on a eu avec ces familles-là. Puis c'est toute une question d'être honnête avec les gens. On n'a absolument rien caché. Là, les faits sont les faits. C'est un peu comme vous disiez tantôt. Peu importe le blessé, peu importe l'employeur, bien, peu importe la famille aussi, on se fait le devoir d'être complètement transparent avec les gens. Oui. L'autre chose en 2022, il y a un programme qui s'appelle Réussir. Donc, lorsqu'un événement traumatique arrive dans un milieu de travail, des employés qui ont témoigné de l'incident pour prévenir qu'il y ait des blessures psychologiques, traumatiques à long terme, le PTSD référé, on a un programme que les gens peuvent commencer immédiatement. C'est un programme de 6 semaines qui est gratuit. Puis, qu'il y ait une réclamation au niveau compensation ou non, ça n'importe peu. Mais les gens qui ont vu l'événement traumatique ont accès au programme. C'est avec un groupe de psychologues. Donc, c'est indépendant de nous autres. Puis c'est vraiment pour prévenir qu'il y ait des blessures à long terme qui se développent. Donc, on va encadrer les gens qui ont été témoins dans un milieu de travail, même s'il n'y a pas de réclamation. Donc, c'est quelque chose de nouveau aussi qu'en 2022 qu'on a mis.
À cette heure, on a une équipe au niveau consultation qui s'occupe strictement de l'aspect psychologique, de l'aspect santé mentale. Donc, n'importe quel employeur peut faire la demande d'avoir des services de consultation. On a des ressources, on a une gestionnaire puis trois consultants qui travaillent dans cette unité-là. Puis leur mandat, c'est de vraiment focuser sur l'aspect bien-être, santé mentale, travailler avec les employeurs pour développer des ressources, de fournir des ressources, de donner accès aux gens pour, dans ces moments-là, qu'on essaie d'éviter à tout prix qu'il y ait un événement catastrophique ou une fatalité, que le milieu de travail puisse aussi encadrer ses employés. Donc, vous répondez vraiment à la population après coup, mais pour ce qui est des employeurs, c'est tout un travail colossal de prévention qui est à faire. Hein? Donc, les employeurs ont tout avantage à vraiment... Je trouve que c'est vraiment important que toutes les entreprises puissent profiter de vos services, puis non seulement ceux que vous aviez mentionnés pour l'ergonomie, mais là aussi pour tout ce que vous rajoutez. Vous travaillez aussi avec les employeurs pour s'assurer qu'il y a un programme de formation pour s'assurer que les employés soient bien formés pour éviter les accidents, ces choses-là. Vous offrez ces services-là? Oui, donc on a un service de consultation. Puis au niveau de consultation, on a une consultante qui est spécifiquement pour les jeunes, la jeunesse, travaille dans les écoles, avec les districts scolaires. Notre service de consultation est complètement gratuit. Tous les employeurs du Nouveau-Brunswick peuvent appeler, peuvent faire la demande de travailler avec un consultant. C'est pas la responsabilité ou c'est pas la tâche du consultant d'écrire le programme de la santé et sécurité, mais c'est vraiment de fournir des ressources, de fournir du coaching, de répondre des questions, d'aider avec l'interprétation de la loi. Des fois, ça peut être quand même assez compliqué, mais les consultants sont vraiment là. Encore une fois, c'est gratuit pour travailler avec tous les employeurs de la province. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Puis, ça se poursuit l'émission avec Michel Cyr, qui est avec nous, gestionnaire des enquêtes chez Travail sécuritaire NB. Je vous rappelle que pour toute question que vous auriez concernant, que ce soit les réclamations ou bien surtout sur le plan financier, j'avais eu une question, Michel, qui nous était parvenue. Puis, c'est quelqu'un qui demandait, il avait eu, il pouvait plus travailler depuis une vingtaine d'années, il y avait une compensation, tout ça. Puis, il y a quelque chose au niveau financier que la banque lui a dit qu'il allait avoir une diminution. Je pense qu'il y a un numéro de téléphone parce que toi, tu es vraiment gestionnaire des enquêtes. Pour les gens qui auraient des questions sur le plan financier, des modifications à leur redevance ou ce qu'ils reçoivent, le numéro de téléphone pour appeler serait lequel? C'est le 1-800-999-9775. Et puis, vous pouvez poser toutes les questions au niveau finance. C'est tellement du cas par cas. Il y a tellement de facteurs que ce serait impossible de répondre à ces questions-là aujourd'hui. 1-800-999-9775. Donc, c'est le numéro pour toute question relative aux finances. Et restez avec nous. On poursuit ça avec Michel Cyr, Parle Jase du mercredi. Vous écoutez Parle Jase, bon milieu de semaine. C'est Michel Cyr qui est avec nous aujourd'hui, Luc Doucette et moi-même pour parler des enquêtes chez Travail sécuritaire NB, lui qui est gestionnaire des enquêtes, Michel. Et puis il y a du nouveau, des nouvelles industries maintenant qui sont couvertes par Travail sécuritaire NB, comme par exemple l'industrie de la pêche. Oui, effectivement. C'est nouveau depuis quelques années? Oui. Donc, l'industrie de la pêche est quand même assez nouveau. Pour comprendre, c'est qu'avant la loi, la façon qu'elle était écrite, les bateaux de pêche n'étaient pas inclus comme un milieu de travail. Mm-hmm. Donc, avec le changement législatif, les bateaux de pêche ont été inclus comme milieu de travail. Donc, on a pris l'approche de vraiment faire de l'éducation en rencontrant des associations, essayant de parler avec les pêcheurs autant que possible, se rendre au quai, essayer de faire l'exercice de prévention, leur disant que vous êtes maintenant sous notre juridiction, voici qui nous sommes, Travail sécuritaire, voici notre objectif, voici qu'est-ce qu'on va regarder. C'est certain que c'est une crainte. Là, on dit, une autre agence du gouvernement qui va venir sur nos bateaux, qui va regarder qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils connaissent dans la pêche. Il peut y avoir une certaine résistance qui est là. Nous autres, c'est vraiment de vendre un message que le premier objectif, c'est la santé et sécurité. Là. On veut que tous les gens soient en sécurité lorsqu'ils travaillent. Puis c'est la même chose sur des bateaux de pêche, de dire, laissez-nous juste avoir notre point de vue, un point de vue externe pour identifier les points où il y a des engrenages, où on peut se prendre la main. Je sais qu'il y en a des dangers reliés à la pêche, là, on le sait. Là. Il y a son lot de dangers associés au métier de pêcheur. Absolument. Puis de trouver l'équilibre entre le port du gilet de sauvetage et la capacité de faire le travail. Donc, c'est vraiment là qu'on voit beaucoup de conversations pour dire,
Oui, on comprend que le risque de noyade est élevé, mais on n'aime pas porter le gilet de sauvetage parce que... Ça nuit au travail, oui. C'est ça. Mais c'est quand même... La noyade est quand même assez fréquente au niveau des pêcheurs. Puis, c'est vraiment de vendre ou de faire comprendre que c'est pour sauver votre vie en bout de ligne. C'est vraiment pour votre sécurité à vous lorsque vous êtes sur l'eau, dans les intempéries, dans les milieux. Qu'il y a plein de points qu'on peut se prendre les doigts, les cordes qui se promènent, on peut rester attaché après un filet, il y a beaucoup de risques. Donc, c'est vraiment de faire des inspections avec les pêcheurs. Puis, les mêmes règles s'appliquent pour nous autres faire une enquête s'il y a une fatalité ou une blessure sérieuse. Quand vous faites des recommandations, là, par exemple, aux pêcheurs qui arrivent, on veut telle chose pour la sécurité ou le gilet de sauvetage, par exemple, si les gens ne corroborent pas, s'il y a pas... si c'est pas appliqué, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont... Est-ce que Travail sécuritaire NB applique des sanctions? Oui, donc, il y a des inspections qui sont faites dans la province. On a des officiers qui vont regarder à la pêche spécifiquement, parce que c'est quand même très niche comme emploi. Puis, on va faire des inspections, on va donner des ordonnances. C'est là qu'on commence. On va donner une ordonnance pour demander à quelqu'un de rectifier quelque chose qu'on a vu qui fait défaut ou qui doit améliorer. On va faire une réinspection pour vérifier est-ce que ça a été fait. Donc, c'est vraiment des ordonnances qu'on va donner au début pour que les gens se conforment. Lorsqu'on donne une ordonnance, ils ont aussi l'opportunité de faire appel de l'ordonnance s'ils ne sont pas d'accord avec. On a le processus aussi qu'on peut donner une pénalité administrative. Donc, il va être une amende administrative qui peut être donnée pour inciter à se conformer avec la loi. Puis, ultimement, il pourrait avoir des démarches devant les tribunaux, mais on parle vraiment ici de cas extrêmes. De cas extrêmes, oui. On parle de l'industrie de la pêche, je pense aussi, lorsqu'il y a des usines. Ça peut être une usine qui fait du papier, ça peut être une usine qui fait des chocolats. Il y a de la machinerie. Lorsque la personne est embauchée, elle doit avoir une formation qui lui est offerte. Est-ce que ça se passe de la langue de la personne ou de la langue de l'employeur? Très bonne question. Donc, au niveau de la langue, l'employeur a la responsabilité de former l'employé dans une langue que l'employé comprend. Donc, on va beaucoup chercher des employés à l'étranger qu'on va emmener pour travailler de façon saisonnière au Nouveau-Brunswick. L'employeur qui va chercher des employés étrangers a la responsabilité de former ces gens-là dans une langue qu'ils comprennent. Donc, si ils parlent juste l'allemand ou peu importe, l'employeur a la responsabilité de former les gens dans la langue qu'ils comprennent. Donc, c'est pas suffisant de dire au Nouveau-Brunswick on est une province bilingue, le français et l'anglais. Oui, mais l'employeur a la responsabilité de former les gens. Donc, peu importe penser la langue, si l'employeur va chercher un employé qui parle juste cette langue-là, l'employeur doit former son employé dans une langue qu'il comprend. Et lorsqu'on parle de formation, on parle d'orientation à un nouveau employé qui doit les mettre au courant de c'est qui leur superviseur, c'est quoi les procédures en milieu de travail, doit leur donner des instructions, doit leur donner l'information, doit donner la formation aux gens. C'est une procédure qui est écrite, par exemple, que l'employé doit lire la procédure pour faire une procédure de verrouillage. Bien, si la procédure est en anglais, mais le milieu de travail, les gens peuvent juste lire le français ou le mandarin, bien, effectivement, il n'y a pas de procédure. Parce qu'on demande à la personne, tu dois lire la procédure pour le faire. On doit s'assurer que la personne peut lire dans la langue pour pouvoir effectuer la procédure. Puis je dirais même, il faut même s'assurer que la personne soit en mesure de lire le document. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que les employeurs vont avoir des belles procédures, c'est beau, ça peut avoir quelques pages, et on a peut-être des employés qui sont illettrés ou qui n'ont pas la capacité de lire le document. Bien, effectivement, on n'a pas donné à ces gens-là l'information nécessaire pour faire leur tâche. Donc, l'employeur doit s'assurer que si on a un document, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le comprendre, ou sinon, il faut expliquer aux gens qu'est-ce qui est inclus dans le document. Donc, on va un petit peu plus loin ici que les deux langues officielles. C'est vraiment, si on veut se prévaloir de notre droit d'aller chercher des employés à l'externe du Canada, on prend aussi la responsabilité de les former. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus dangereux que d'autres? Par exemple, est-ce que vous voyez plus souvent des accidents dans tel ou tel secteur
d'activité. Je peux dire que quelqu'un qui enseigne dans une école comme enseignant, c'est moins dangereux, mais il y a d'autres métiers beaucoup plus dangereux. Présentement, les derniers 4 ans, le numéro 1 où ce qu'on voit des fatalités, c'est dans l'industrie de la machinerie lourde. C'est vraiment là tout de suite qu'on a beaucoup de problèmes. On avait justement la conférence de santé-sécurité, que travail sécuritaire on a à Fredericton il y a quelques semaines, puis je donnais une présentation en français et une en anglais sur la machinerie lourde. Qu'est-ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on va avoir... puis là, je ne vais pas trop utiliser le terme anglais, mais des bulldozers, ben donc des excavatrices, des pipines, des choses comme ça. Oui. On voit beaucoup c'est 50% de nos fatalités. C'est quand même énorme. Là. Puis qu'est-ce qu'on remarque, c'est que dans plusieurs des cas, l'équipement est fonctionnel et passe l'inspection, qui veut dire que les alarmes de recul ou les alarmes de déplacement sont fonctionnelles. Tout est conforme, OK. C'est conforme, les caméras vont fonctionner, les miroirs sont là. Puis on a encore des incidents où des piétons ou des employés qui sont à pied vont se faire frapper par des véhicules. Puis c'est d'essayer de comprendre pourquoi que ça arrive si que les mesures sont toutes là, les employés portent les dossards. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas vu, hein? Ça semble une question de visibilité. Fait que, oui, c'est une question de visibilité. Puis j'aime que vous emmenez le point parce qu'une des choses que les employeurs ne savent pas toujours, c'est que n'importe quel véhicule qui recule, si le conducteur, l'opérateur ne peut pas reculer de façon sécuritaire, ne peut pas voir en arrière, il doit désormais avoir quelqu'un qui va regarder en arrière du véhicule, puis le signaler pour dire « tu peux reculer, c'est sécuritaire ». C'est quelque chose lorsqu'on fait les enquêtes, pas beaucoup d'employeurs sont au courant, donc c'est une exigence de la loi, que ce soit pour un camion, soit pour de la machinerie lourde, il doit y avoir quelqu'un qui signale. Qui est à l'extérieur du véhicule, qui est là pour donner le signal. On en voit là, parfois. Là. On en voit quelqu'un qui fait signe avec la main. Oui. On voit beaucoup de ces incidents-là. Puis quand j'ai des conversations avec du monde dans le domaine, avec des opérateurs, qu'est-ce qu'on me dit, c'est il y a tellement d'alarmes qui sonnent. Il y a tellement de beep-beep qu'on entend. Là, mais ils disent, s'il y a 4 machineries sur un chantier de construction, il y a le truck à gravelle qui recule, ben là, il y a la machinerie de une qui a un son, qui a l'autre son. Puis à un moment donné, tu en as 4-5 sur un chantier de construction. On prend de l'équipement de protection auditif. Les gens viennent un peu immuniser. C'est ça qu'on se fait dire pour dire, regarde, Michel, là, on peut en mettre 2 ou 3 autres alarmes. Ça va juste être un autre son. On devient immunisé. On cherche vraiment des recommandations pour dire comment on peut passer le message à l'industrie qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'industrie peut faire. Hey, si vous avez des questions pour Michel Cyr, gestionnaire des enquêtes chez Travail Sécuritaire NB, c'est le 506-532-0133. On prend un appel. Parle, Georges, on vous écoute. Oui, une question pour M. Cyr. Je me demande juste si vous avez un genre de programme d'éducation pour l'école de pêche à Caraquette et ou les centres communautaires, le collège communautaire dans la province de Nouveau-Brunswick sur les responsabilités et les droits du travail. Je sais qu'on collabore beaucoup avec on a une consultante qui travaille avec les collèges communautaires, qui travaille avec les écoles. À l'occasion, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont comme formation pour les employés. Mais ultimement, ça redevient, d'un point de vue légal, à chaque employeur de passer le processus de formation, d'orientation, des droits de refus avec chaque nouveau employé. Donc, oui, il y a une mention qui est faite, à ce que je sache, au niveau des collèges communautaires, mais l'exercice doit être fait aussi au niveau de l'employeur lorsqu'il embauche les employés. Droit de refus. Ça veut dire que, là, si je comprends bien, c'est que l'employé peut dire « Ah non, c'est trop dangereux, moi je le fais pas. Vous voulez que je travaille sur une toiture, j'ai pas d'ordonnance de sécurité, je ne monte pas sur la toiture. » Si l'employeur dit « Je vais te pénaliser », l'employé peut peut-être appeler Service Travail sécuritaire pour dire « Écoute, ça n'a pas de bon sens, il veut me mettre en danger. » On ne peut pas, c'est illégal de faire ça. Okay. Donc, chaque employé de Nouveau-Brunswick a le droit de refuser du travail qu'il perçoit comme étant dangereux. Lorsqu'un employé dit « Moi, mon droit de refus est là », il doit notifier son superviseur.
qui refusent de travailler. Puis là, il y a une décision qui va être faite. L'employeur ou le superviseur va dire oui, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Si le superviseur dit qu'il n'est pas d'accord, l'employé dit non, moi je pense encore c'est dangereux, on peut aller au comité de santé et sécurité. Que eux autres vont regarder la situation, vont se pencher sur la question et vont dire oui, on pense que vous avez raison, c'est dangereux ou non, c'est pas dangereux. Ça, c'est le comité en milieu de travail? Oui, comité de santé et sécurité d'hygiène. Une fois l'employé, mettons, est pas satisfait avec la décision, là, on fait appel à travail sécuritaire au Nouveau-Brunswick, puis un officier va se rendre sur les lieux, va écouter les faits et va faire une détermination si oui ou non le travail est dangereux ou non. Si l'employé est encore pas satisfait, il peut faire un appel encore à travail sécuritaire, à l'agent-chef de contrôle pour avoir une autre évaluation, puis ultimement, ça peut aller aux tribunaux. Donc, si vous pensez que le travail qui vous est demandé de faire est dangereux, vous avez le droit de refuser. Si vous vous faites dire que vous n'avez pas le droit, vous appelez travail sécuritaire. Si il y a des menaces qui disent que vous pouvez perdre votre emploi parce que vous avez exercé votre droit, la loi est claire que c'est prohibé. L'employeur ne peut pas faire ça. Et à ce moment-là, c'est une forme 1 qui est remplie avec notre département légal qui va adresser la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse. On va aller prendre d'autres appels. On a plusieurs appels en attente. Merci pour votre patience. Parle, Georges, on vous écoute. Oui, allô? Oui. Oui, j'ai une question pour Michel, là. Oui. Oui. Ça sera affaire avec Works FNB. Une affaire que je comprends pas et je suis pas d'accord avec. C'est comme si tu vis à 65 ans, il te coupe. Tu payes pour compensation, mais à 65 ans, il te coupe. Puis là, tu tombes sur tes pensions de vieux. Puis c'est un peu difficile à vivre avec des pensions de vieux. Parce que la raison que tu te coupes à 65 ans. Oui, je pense qu'on a dit tout à l'heure, ça serait difficile. Je ne travaille pas vraiment dans ce côté-là, mais oui, je peux confirmer qu'à 65 ans, les bénéfices au niveau salaire vont changer parce qu'avec l'affaire de pension et de retraite. Cependant, les bénéfices, à ma connaissance, médicales pour les blessures vont continuer après l'âge de 65 ans. Oui, ça, j'ai pas de trouble avec ça, mais pourquoi est-ce qu'il te coupe à 65 ans? Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, ça, là. Okay. Ben, c'est sûr, pour votre question, vu que ça a un lien direct avec l'argent, il y a un numéro qu'on va donner pour toute information, parce que Michel, lui, ici, est gestionnaire des enquêtes. Le numéro est le 1-800-999-9775. 9775. Michel ne peut pas m'expliquer pourquoi est-ce qu'il te coupe à 65 ans. Non, malheureusement, j'aimerais pouvoir, mais c'est vraiment pas mon... Je travaille pas dans ce département-là. Je m'excuse, mais j'ai pas la réponse. Ouais, merci. C'est pas... Peux-tu répéter le numéro là, que tu m'as dit? Oui, le 1-800-999-9775. 999 9775. 75. Oui. Merci beaucoup. Ouais. Non, OK, c'est ça, merci. Bonne journée. Parle, Georges, on vous écoute. Oui, c'est encore moi. Vous avez coupé la ligne sur mon appel. En tout cas, la question que j'avais pour suivi du collège communautaire pour un système d'éducation ou pour avoir un programme qui donnerait aux étudiants ou aux gens qui prennent la responsabilité de savoir leurs droits et aussi les comment on dirait ça, les responsabilités de l'employeur ou de l'employé envers le travail. Est-ce que c'est pas ou que ça devrait être obligatoire dans le système d'éducation? Tout de suite, ça l'est pas parce que lorsqu'on parle de responsabilité, c'est vraiment au niveau de l'orientation que l'employeur doit le refaire. Mais c'est certain qu'il y a une certaine composante au niveau de droit de refus, de comprendre les responsabilités d'un opérateur de machinerie, par exemple, qui est très spécifique dans la loi qu'est-ce qu'il y a de responsabilité, devrait faire partie de la formation. J'en ai justement pris note. C'est certainement quelque chose que je peux adresser avec notre consultante qui travaille avec les collèges communautaires. Oui, parce que moi, je trouve que si les gens ne sont pas informés et ou ne sont pas courants, justement, pas seulement les lois, mais les restrictions ou les obligations de qui que ce soit, c'est très important d'avoir ça au début de leur carrière ou de leurs entraînements.
Oui, je pense qu'on est d'accord avec vous, monsieur. C'est pour ça qu'on a une personne qui est dédiée entièrement avec la jeunesse pour éduquer les gens qui rentrent dans les métiers. Même au point de tout début, avant que la carrière commence, l'école secondaire devrait être aussi un programme qui pourrait peut-être donner un début des rôles de la société en général pour leur sécurité. Oui, merci. Je suis conscient que ceux qui travaillent dans les ateliers au niveau des écoles secondaires ont de la formation qui sont offertes gratuitement aussi aux étudiants avant de travailler avec l'équipement. Oui, merci beaucoup pour votre appel. Bien, bye-bye. Passez une très belle journée. On prend une courte pause et restez là en attente sur la ligne. Je vous réponds dans un instant. On poursuit cette émission avec Michel Cyr, gestionnaire des enquêtes chez Travail sécuritaire NB. Vous écoutez Parle, jase en ce mercredi avec Luc Doucette et moi-même. On a Michel Cyr ici en studio, gestionnaire des enquêtes de travail chez Travail sécuritaire NB. Les enquêtes chez Travail sécuritaire NB. Pour toutes vos questions à Michel, c'est le 506-532-0133. On prend un autre appel. Parle, jase, on vous écoute. Oui, une question pour M. Cyr. Oui. Après 65, supposément que tu n'as plus d'assurance, tu n'as plus de compensation. C'est vrai, ça? Au niveau salaire, je référais encore à appeler le numéro sans frais pour avoir l'information, mais ma connaissance, oui, il y a une réduction à ce moment-là. Mais cependant, le rationnel, je ne suis pas en mesure de vous répondre, monsieur. Oui, est-ce que vous connaissez le numéro pour tout ce qui a trait à l'argent là, concernant Travail sécuritaire NB? Non. C'est le 1-800-999-9775. 9775. OK, merci. Pas de problème. Passez une très belle journée. Plutôt, Michel, dans la conversation, tu parlais de comité santé-sécurité en milieu de travail. Donc, si je comprends bien, ce sont des employés qui forment partie de ce comité-là avec des membres de la gestion ou de l'employeur. Une question que je me pose, j'ai déjà entendu parler de ça dans le passé. Une infirmière qui disait, moi, quand je finis mon chiffre, là, à 11h30 le soir, il fait noir comme sous terre. Il n'y a pas de lumière pour me rendre à mon véhicule. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Est-ce que c'est le genre de question que Travail sécuritaire peut aborder avec l'employeur? Au niveau de luminosité pour les stationnements, il y a un standard. On tomberait vraiment au niveau ergonomie encore. OK. Mais au niveau du comité santé-sécurité, c'est certain qu'il y a une représentation de l'employeur et des employés. Les employés peuvent choisir qui est leur représentant. Il y a une formation qui est nécessaire pour faire partie du comité. Mais le cas qu'on voit, c'est que dans bien des milieux, personne ne veut faire partie du comité, donc le comité, il ne fonctionne pas tel que requis par la loi. Le comité doit se rencontrer de façon mensuelle, doit faire des inspections dans le milieu de travail, doit être une plateforme où ce que les employés peuvent aller avec des questions. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est difficile pour certains milieux d'avoir un comité fonctionnel par manque d'engagement pour les gens disent, je suis tellement occupé, j'ai tellement de choses à faire, je ne veux pas faire partie du comité de santé et sécurité. Donc, c'est pas obligatoire d'avoir un comité? S'il y a 20 employés et plus, oui, c'est obligatoire. Ça l'est, mais c'est difficile quand même d'arriver à l'avoir fonctionnel. Oui, mais c'est une composante qui est très importante parce que c'est une plateforme pour les employés d'aller amener des problèmes de santé et sécurité qu'ils voient. Faut qu'il y ait une inspection de fait du milieu de travail à tous les mois. Mm-hmm. On parlait du refus de travail tantôt. Ils sont quand même le deuxième niveau à gérer la situation d'un refus de travail. Donc, c'est ultra important d'avoir un comité fonctionnel dans le milieu de travail de plus d'employés, mais la loi n'exclut pas qu'on peut en faire un s'il y a moins que 20 employés. C'est juste que... OK. Est-ce qu'il y a parfois des accidents sérieux ou des fatalités? C'est dû vraiment à la négligence de l'employé. Non, c'est pas la faute de l'employeur. L'employeur est peut-être pas toujours là à 100% de superviser cette personne-là directement, de voir à l'œuvre. Est-ce que c'est possible que ça arrive? Quels sont, à ce moment-là... Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Donc, l'enquête est faite de la même façon. Peu importe si on pense qu'il y a un manque de formation, il y a un manque d'instruction ou que c'est juste de la négligence de l'employé. On va quand même faire l'enquête au complet. On va s'assurer que la négligence
peut-être la personne n'a pas été formée. Donc, lorsqu'on regarde l'incident à prime abord, sans faire l'enquête, on peut dire « Ah, il n'aurait pas dû faire ça ». Mais lorsqu'on regarde un petit peu plus loin, la formation n'avait pas été donnée, les instructions n'étaient pas été données, les risques n'étaient pas connus. Pas tous nos dossiers finissent avec une poursuite. On regarde de 30 à 40 de nos dossiers qui vont avoir des poursuites devant les tribunaux. Ça veut dire les autres, il n'y avait pas matière à faire poursuite. C'est pas parce qu'il y a eu une fatalité ou un accident au milieu de travail qu'il va y avoir des accusations déposées contre l'employeur. Puis, la façon que la loi est écrite, ou lorsqu'on parle de santé et sécurité, au Canada en général, depuis 1918, même si l'employé est à tort que ses actions ont mené à ses blessures, il va quand même avoir d'indemnisation. Donc, il va avoir de la compensation, peu importe. Si la personne, c'est lui qui n'a pas fait son verrouillage, se coupe une main, il va avoir de la compensation, il va avoir des traitements. Parce que c'est au travail, hein, c'est ça? Parce que c'est au travail, mais c'est le compromis de juge Meredith dans le temps qui dit l'employé va recevoir ses bénéfices, même si qui est à tort de ses actions. Mais on appelle ça le grand compromis au niveau de santé et sécurité. Le grand compromis, c'est que l'employé ou sa famille ne peuvent pas intenter des poursuites contre l'employeur. Donc, l'employé est couvert, peu importe la responsabilité pour l'incident, mais en contrepartie, l'employeur ne peut pas être poursuivi. Donc, mais dans le cas où l'employé n'est pas responsable du tout, là, il pourrait y avoir des poursuites, c'est ça? Aucune poursuite. Il ne peut pas avoir de poursuite. Jamais? Non. Jamais dans aucun cas? Non, parce que l'employeur doit, avec 3 employés et plus, être enregistré, puis c'est écrit dans la loi. Ça fait partie des 5 principes fondamentaux. Là. On va aller au téléphone. Un autre appel. Parle, Georges. On vous écoute. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, très bien, vous. Oui, j'ai une question pour M. Cyr. Oui. J'ai eu un accident de travail 7 ans passés. Je m'avais tout déchiré ACL, des ministres au complet. J'avais dit à mes superviseurs que c'était de quoi qui était dangereux pour que ça soit réparé. Ce qui était fait. Puis c'est moi qui ai eu l'accident. Parce que moi, j'étais en charge de faire le blasting qu'on appelle là, pour la peinture. Puis c'est moi qui étais pris à faire le blasting cette journée-là. Puis j'ai effectivement tombé dans le trou. Puis on m'a dit ce temps-là qu'il n'y a rien qui aurait pu être fait avec Travail Nouveau-Brunswick. Puis là, j'ai encore mal aux genoux. Ça fait 7 ans. Puis là, j'ai beaucoup mal aux genoux ces jours-ci. Je ne sais pas pourquoi. Là. Ça a l'air comme si ça va me déranger pour le reste de ma vie. Là. Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui peut faire pour ça? Donc, à ce moment-là, est-ce que vous avez soumis une réclamation à travail sécuritaire, une forme 67 dans le fond, que c'était? Ou c'est au niveau de l'employeur? J'ai eu 2 chirurgies dans mon genou. J'étais obligé d'apporter ça. Là. J'étais sur le WorkSafe pour 2 ans. OK. Mais il n'y a rien qui a été fait. Moi, j'ai de la misère. La job que je fais, là, je débarque sur des camions. Là, ça me dérange. C'est là. Oui, je pense que dans une situation comme ça, je pense que vous devriez rappeler notre numéro sans frais pour demander de parler avec un gestionnaire de cas puis expliquer votre situation pour qu'il puisse réévaluer. J'ai appelé. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille revoir mon docteur qui, que lui, faisait ouvre le dossier de nouveau. Mais là, ça a l'air un procès qui va durer forever. C'est vraiment pas notre intention. Notre intention, c'est vraiment de donner le meilleur service possible. Puis oui, bien souvent, je sais que ça commence avec l'information médicale de votre médecin qui va faire les tests ou qui va soumettre la documentation à travail sécuritaire. Vous avez certainement l'opportunité d'appeler pour avoir votre numéro de réclamation si vous ne l'avez pas. Le médecin peut faire l'évaluation et soumettre à travail sécuritaire d'informations médicales avec votre numéro de dossier. Puis à ce moment-là, il peut y avoir une réévaluation qui est faite. Une question, Michel. Si le médecin dit « OK, je vais remplir le formulaire, ça va te coûter 100 $, est-ce que Travail sécuritaire peut considérer de rembourser la personne? Si la personne, mettons, ils disent « Oui, c'est méritoire, oui, on va te compenser ». J'ai aucune idée. Je ne veux pas vous induire en erreur. Non. OK. Vous, au téléphone, on revient vers vous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est juste, je pensais peut-être qu'il y avait eu quoi qui avait pu être fait contre l'employeur, since que moi, je l'ai rapporté que c'était un hazard, ça devrait être réparé, ça n'a pas été fait. Et là, il n'y a rien qui a été fait pour ça, en fait. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça me semble une situation qui aurait dû être adressée avec l'équipe de prévention, qu'on envoie un officier pour vérifier les faits. Malheureusement, il est trop...
d'accord, 7 ans, il est trop tard, puis on a 2 ans juste à faire l'enquête. Après ça, on n'a plus l'autorité pour regarder les faits. Mais ce temps-là, il avait dit qu'il n'y avait rien à faire pareil. Quand ça arrivait, pourquoi il n'y avait rien qu'il pouvait faire quand ça avait été rapporté. Je l'ai même marqué sur mon rapport que j'avais rapporté que c'était une situation dangereuse, que ça avait dû être rapporté. Puis on avait parlé, puis on a dit oui, puis là, c'est moi qui ai eu le malheur, c'est pas personne d'autre. Il n'y a rien qui a été fait par Campus New Brunswick ou whatever, là, Workplace New Brunswick. OK, c'est malheureux, c'est certain que ce n'est pas notre objectif, puis on aurait dû aller voir les circonstances dans lesquelles vous vous êtes placé, mais c'est ça, je peux pas répondre à cette heure sans voir les faits. Mais est-ce qu'il y a moyen, comme vous disiez, peut-être de rappeler pour avoir une réévaluation de ce cas-là ou peut-être un suivi dans ce dossier-là, réouvrir les dossiers? Oui, absolument. Il peut certainement rappeler avec information médicale son numéro de dossier puis il y aura une réévaluation qui va être faite, oui. Oui. Ben, je vous invite vraiment à le faire. Je pense que votre dossier est un de ceux qui mérite qu'on y jette un œil à nouveau, là. Oui, OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Une petite question en terminant, Michel, parce que vous avez parlé beaucoup des refus. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Si quelqu'un refuse une tâche à son travail, mais c'est parce qu'il juge qu'elle est trop dangereuse, mais qui va prendre la décision de savoir est-ce que ça l'était vraiment? Parce que quelqu'un peut juger que c'est dangereux, puis l'employeur, lui, ne pas être d'accord. Dire non, il n'y a pas de danger ici, il faut juste que tu fasses attention. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut appeler Travail NB, puis que là, il y a une enquête qui se passe ou une évaluation pour savoir qui avait raison? Effectivement. Donc, la première étape, c'est de parler avec le superviseur. Okay. Je vous dirais, dans ce qu'on entend, la majorité des cas, au niveau de l'employeur, vont dire, oui, regarde, tu trouves que c'est dangereux. Puis, s'ils sont d'accord, ils adressent la situation, c'est fini. Sinon, ça va au comité de santé et sécurité ou au représentant. Si l'employé n'est encore pas satisfait, à ce moment-là, travail sécuritaire, nous autres, on devient impliqués. Donc, un officier qui va aller pour regarder la situation pour déterminer quel est le risque. Puis des fois, ça peut être un manque de formation, ça peut être équipement de protection qui n'est pas fourni. Ça peut être quelque chose que nous autres, on va emmener quelqu'un, un expert, pour évaluer la situation, pour trancher au niveau ingénierie. Donc, oui, ultimement, travail sécuritaire, on fait. Nous allons être impliqués dans la prise de décision. Mais même si l'employé est encore pas d'accord avec nous autres, il peut faire appel à ce moment-là à un tribunal qui est hors de prévention pour trancher de la situation. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes qui sont là, mais habituellement, lorsqu'on est appelé, la situation est remédiée parce que là, on est vraiment neutre dans la chose. On va regarder la loi, on va regarder les standards qui sont là pour rectifier la situation. C'est tellement important de prévenir. Je me souviens que j'étais étudiant, là. Je peux même dire, dans mon temps, ça fait très longtemps, 72, 73, j'étais étudiant, je travaillais à l'usine de pâte et papier, puis il y avait une grève. Ils savaient que la grève, ça venait, ils ont dû vider les gros réservoirs de pâte qu'il y avait devant l'usine. Et puis ils ont dit, ça, vous allez rentrer à l'intérieur, et puis vous allez prendre des gros boîtes d'arrosage pour arroser partout pour pas que la pâte sèche, pour que ça tombe, qu'on puisse s'en débarrasser. Je me souviens que le comité avait dit, les gars, des jeunes, vous ne rentrez pas avant qu'on envoie un biologiste ou quelqu'un, un technicien, pour vérifier s'il n'y a pas du méthane ou du gaz là-dessus qui peut être dangereux. Donc, ça nous avait pris peut-être 4 heures d'attente avant qu'ils puissent dire oui, c'est bien, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de danger. Mais je trouvais ça bien à l'époque, puis je crois que c'est encore mieux aujourd'hui, donc bravo. Oui. Et un grand merci, M. Cyr, pour votre présence à l'émission aujourd'hui. Gestionnaire des enquêtes chez Travail sécuritaire NB. On a répondu à de nombreuses questions. J'ai appris plusieurs choses et je crois que c'est très important de faire connaître Travail sécuritaire NB au plus grand nombre de gens possible et des employeurs qui fassent appel à vos services. Oui, absolument, parce que notre vision, c'est vraiment la collaboration. On veut que Nouveau-Brunswick soit la place la plus sécuritaire à travailler au Canada. On veut collaborer avec les employeurs, les employés. Donc, appelez-nous si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir de travailler avec vous. Je pense que vous intervenez aussi, non seulement lorsqu'il y a des cas de fatalité, lorsqu'il parle des blessures graves ou des risques graves, vous pouvez intervenir aussi. C'est bien le cas? Oui. Merci. Oui, un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions le mieux possible. Je vous souhaite une très belle journée. Merci Michel, merci Luc. Merci. À bientôt. Merci. CJSE, une station...